Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, bon après-midi, merci d'être là nombreux, on est ravis d'être réunis dans le cadre du Salon du Livre de Wallonie pour discuter d'un sujet ou parler d'une grande dame, on va dire, qui est un petit peu sur toutes les lèvres en ce moment, vous l'aurez reconnu, l'intelligence artificielle. Alors, nos panélistes, moi je suis Delphine Jodard et je vais animer le panel de cet après-midi. Nos panélistes, ils ont chacun de multiples casquettes et ils ont un dénominateur commun, c'est qu'ils sont chacun auteurs. Et donc on va pouvoir discuter effectivement de ce que fait l'intelligence artificielle à la création littéraire. Si je ne me trompe, le titre du panel c'était IA et création littéraire à mi-éloigné. On va essayer de ne pas être trop dichotomique et essayer de mettre peut-être un petit peu plus de nuances dans la vision des choses. Alors, donc je le disais, si elle n'est pas née d'hier, elle est aujourd'hui sur toutes les lèvres, dans tous les logiciels, au bout de tous les doigts, et c'est la démocratisation de l'intelligence artificielle qui est véritablement révolutionnaire. On va l'aborder selon deux prismes. D'abord, l'intelligence artificielle comme un outil pour écrire, pour créer, et ensuite l'intelligence artificielle comme un sujet de société sur lequel écrire un sujet en soi. Et gardez bien nos choses vos questions puisqu'on va avoir ici une petite discussion, mais après on prévoit évidemment un petit temps pour les interactions avec les publics. Alors très rapidement je vais vous présenter, et n'hésitez pas si j'oublie des choses, vous me corrigez. Je commence par vous, Vincent Engel. Vous êtes professeur de littérature contemporaine à l'UC Louvain, écrivain, dramaturge et éditeur d'un genre nouveau, parce que vous avez créé Ederne Édition ici en 2024, et vous allez nous expliquer en quoi c'est un projet éditorial un petit peu original et nouveau qui réinvente l'école. Vous êtes d'ailleurs présent sur le salon ici, un beau stand juste à l'entrée. Louis, juste à côté de moi, Louis Delisbach, vous êtes éthicien de la technique, consultant en stratégie et auteur. Vous avez publié cette année chez Martalia Bonjour ChatGPT, préfacé par l'excellent Luc de Pramandère. Liker sa servitude, pourquoi acceptons-nous et nous soumettre au numérique également en 2023. Vous êtes conférencier, chroniqueur, vous lisez dans les médias, on vous entend à la radio. Sur ces sujets de l'impact sociétal de l'intelligence artificielle. Et enfin, Bertrand Lelonville-Misonne. Eh bien, vous êtes expert en IA le jour et auteur de romans la nuit, bravo. Vous avez 2 romans à votre actif, dont le plus récent, le nouveau Michel H, paru à Ederne Édition cette année, il n'y a pas très longtemps, je pense, ici, il y a quelques semaines, en septembre, a la particularité d'avoir été écrit avec l'intelligence artificielle et de laisser le lecteur comme acteur clé du roman. On ne dit pas plus pour le moment, mais on reviendra dessus. Alors, peut-être pour plonger directement dans le vif du sujet et notre premier axe de discussion, créé avec l'outil d'intelligence artificielle, eh bien, Bertrand, votre roman à la couverture intrigante d'Humanoïde vient de sortir et donc, je le disais, il s'appelle le nouveau Michel H. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur la manière dont ça s'est passé, comment la co-création, la coexistence avec l'intelligence artificielle, voilà, s'est épanouie dans le cadre de ce nouveau projet pour vous? Tout à fait, mais tout a commencé avec un test comme beaucoup d'entre nous l'ont peut-être fait, tous ceux qui ont eu, comme moi, le loisir de découvrir cette intelligence artificielle démocratique, populaire, comme vous dites, qu'on voit sur Internet. Et j'avais simplement eu cette question en moi-même de dire, mais est-ce qu'une IA peut se projeter dans l'univers mental d'un grand auteur, en fait? Et en faisant des essais, je n'en dirai pas plus, mais ça a ouvert la boîte de Pandore de l'intrigue du nouveau Michel H., qui effectivement est un roman tiroir, qui parle du succès littéraire explosif d'un brave kidam sur fond d'utilisation litigieuse de l'intelligence artificielle. Et c'est surtout et aussi un prétexte pour non seulement divertir le lecteur en expliquant cette histoire un peu amusante, mais aussi en l'informant finalement, en ayant une manière originale de présenter quels sont les enjeux de l'IA pour la création et donc pour l'humanité. Parce qu'il y a ça quelque part aujourd'hui, votre livre pose aussi la question de comment être un écrivain à l'ère de l'IA, comment se revendiquer dans sa singularité, dans sa créativité humaine, on va dire, à l'heure où quelque part l'IA rend beaucoup de choses possibles. Voilà, dans mon travail de jour, en fait, je passe mon temps à expliquer aux gens que ces fameuses technologies à la ChatGPT et compagnie qui bluffent un peu tout le monde sont des machines à aligner des mots. Donc au départ c'est assez innocent,
c'est comme une calculette qui fait des calculs, voilà, c'est une machine qui fait des mots. Mais ça va beaucoup plus loin de ça, ne fût-ce que parce que ça nous touche, nous. Combien de personnes sont bluffées, enthousiasmées, impressionnées parce qu'ils ont pu faire, ou leurs beaux-frères, leurs belles-sœurs, leurs amis ont pu faire avec ChatGPT. Il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport à la créativité. Et donc, voilà, ne soyons pas dichotomiques. Est-ce que c'est une bête calculette pour la parole, ou est-ce que c'est une machine qui va supplanter l'intelligence humaine et nous rendre esclaves d'une autorité supérieure? Sans superlatif, justement, c'est ça qu'on essaie d'explorer au niveau de l'échelle. Michel, je reviendrai là-dessus, effectivement, sur les craintes générées par l'IA par la suite. En préparant un petit peu la discussion, vous me confiez que vous aimiez trop écrire, que vous confiez cette tâche à l'intelligence artificielle. Juste, vous, quelle est votre expérience, justement, par rapport avec l'outil, et comment ça se passe dans votre pratique? J'ai dit, en fait, moi, un peu comme Bertrand, je passe aussi mes journées, mon travail de non-auteur, à expliquer aux gens que c'est pas une baguette magique, enfin, ça ne fonctionne pas comme une baguette magique, il y a plein de choses derrière, etc. C'est pas quelque chose de neutre, etc. Et une des choses qu'il faut souvent répéter aux gens, c'est que les gens soient bien conscients d'à quoi ça sert, et dans quoi est-ce que c'est bon, et dans quoi est-ce que c'est pas bon. Alors moi, quand je vois les gens qui utilisent ChatGPT comme on utiliserait Google, moi ça m'amuse, mais d'un autre côté ça me choque, c'est pas fait pour ça. Et donc c'est comme si vous utilisiez un marteau pour ouvrir des œufs. C'est pas forcément le plus pratique. Peut-être que vous n'allez pas y arriver, mais ça marche quand même. Ça marche. Pas forcément l'effet escompté. Et effectivement, moi je considère, mais de nouveau c'est quelque chose de très personnel, on en parlait rapidement, tous les trois juste avant, c'est dans mon affect, moi j'écris de la non-fiction, j'écris des essais, etc. Et donc tout cet exercice intellectuel qui est de lire d'autres choses, de le résumer, de comprendre, d'essayer d'en saisir la moelle et pour ensuite créer un nouveau raisonnement qui, on l'espère, est cohérent et peut résonner chez le lecteur ou la lectrice. C'est un exercice que je trouve, en fait, de nouveau c'est extrêmement personnel, mais qui est un des plus élevés que je pourrais avoir en tant qu'être humain. Et si je délègue ça à la machine, qu'est-ce qu'il me resterait? Et je trouve pas grand-chose, et je trouverais d'ailleurs le livre beaucoup moins intéressant. Et je peux prendre peut-être un très rapide exemple, qui est le jeu d'échecs. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent aux échecs sur une application? Quelques-uns. Vous avez déjà essayé de battre la machine si vous le mettez au niveau le plus fort? Généralement, c'est pas possible. Depuis 1997, en gros, Kasparov a perdu contre l'ordinateur d'IBM, Deep Blue. Voilà, depuis 1997, en gros, on sait que plus jamais un être humain ne battra une machine. Et pourtant, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui à la télé regardent deux ordinateurs s'affronter aux échecs? Personne. Personne ne fait ça, ça n'intéresse personne. En revanche, le championnat du monde d'échecs entre deux individus, de chair et d'os, ça intéresse toujours les gens. Parce que cette élévation intellectuelle, on se dit oui, bien sûr, la machine pourrait le faire, et peut-être qu'elle serait très douée, etc. Mais dans ce qui nous définit presque métaphysiquement, c'est pas là-dedans qu'on a envie de voir la machine exceller. Et donc c'est pour ça, pour revenir sur la question de l'écriture, moi je suis très heureux que ça reste très humain. Est-ce que la machine serait meilleure, moins bonne? C'est tellement subjectif que peut-être pour certaines choses, mais je suis très heureux de pouvoir me dire que c'est une activité qui aussi me définit. Vincent, vous étiez aussi un peu dans cette même mouvance. On parlait aussi de la capacité de l'intelligence artificielle de pénétrer une subjectivité tierce. Par exemple, si on devait se mettre dans les baskets, je sais pas, d'un roi de France du XVe siècle, si on devait documenter tout ça, ça nous prendrait des temps, si on devait lire, si on devait... Donc, justement, par rapport à ça, par rapport à votre pratique, oui. Qu'est-ce que ça peut apporter? Alors, moi, je vais déjà émettre un bémol par rapport à ce que tu as dit. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Perplexity qui fait des recherches sur Internet de manière beaucoup plus intéressante que Google, parce qu'il donne ses sources, il analyse ce qu'il a trouvé et il propose des pistes pour aller plus loin. Donc moi, effectivement, je n'utilise pas du tout ChatGPT, enfin l'intelligence artificielle, pour écrire, parce que effectivement, comme toi, je trouve que je fais ça. Enfin, ça me procure un plaisir en tout cas énorme et j'ai pas envie de déléguer ça. Mais la partie de recherche et de documentation, là, et même hors de la fiction, je fais 1 ou 2 fois par semaine, je participe à l'émission Bonsoir le débat sur LM24. On est averti vers 14h, 15h des 3 sujets d'actualité qu'on a le soir. Et donc c'est juste impossible de savoir quoi, mais donc j'ai mon prompt qui a été prêt, je tape le sujet du jour et j'ai vraiment un topo très clair et je peux aller avoir clair. Donc pour ça alors c'est vrai que on est quand on écrit à partir de soi,
de facto, on évite les clichés puisqu'on se connaît très bien. Mais moi, j'ai jamais voulu écrire à partir de moi. Le roman que je vais sortir en février, c'est la première fois que j'explore ça, mais ce sera le dernier. Ce sera le premier et le dernier. Par contre, quand on écrit sur Retour à Monte Carlo, j'ai passé des mois et des mois à lire tout ce que je pouvais lire sur l'histoire du fascisme, sur l'histoire de l'Italie, etc. Je sais qu'il y a des limites à ça. La limite à ça, c'est le temps. Et j'ai des projets d'écriture pour lesquels j'ai besoin d'avoir des infos qui vont m'éviter de rester coincé dans l'ornière de mes clichés. Alors, on va sans doute toujours être dans des clichés, des stéréotypes. Il y a toujours une part de vérité dans les clichés, sinon ce ne serait pas des clichés. Mais si je veux écrire demain un roman dans lequel j'ai des personnages, par exemple, une femme vietnamienne de 60 ans aujourd'hui, face à certaines situations, qu'est-ce qu'elle ressent, quel est son... Je suis incapable de le savoir. Donc je vais dire que des conneries là-dessus. Et si j'ai vraiment quand même envie d'avoir un personnage qui est une femme vietnamienne de 60 ans, ou qui vit toujours au Vietnam, ou qui peut-être est immigrée au Canada, mais là je sais que l'intelligence artificielle va me donner des éléments qui ne suffiront pas, sans doute, mais qui seront beaucoup plus pertinents, ou alors je dois dire que j'ai besoin, pour ce projet en particulier de roman, de 50 ans encore devant moi, pour pouvoir lire, aller sur place, rencontrer, discuter. Ça, je ne pourrais pas le faire. Et j'ai quand même envie de faire ce type de bouquin. Est-ce que l'intelligence artificielle, pour rebondir sur ce que vous disiez, ne peut pas aussi être un support à essayer de prendre du recul par rapport à même à soi-même quand on voit le nombre de traces de soi qu'on laisse en ligne, de se dire, allez, mettons, si j'ai un projet éditorial, j'ai envie de m'exprimer sur un sujet, mais j'ai du mal à trouver mon fil conducteur, est-ce que ça ne peut pas être aussi un outil qui pourrait être mis à disposition des auteurs pour essayer de voir clair sur ce sur quoi ils souhaiteraient prendre la parole via un projet éditorial? C'est un peu ça l'idée, effectivement, de voir comme une assistance, en fait, hein, comme un assistant. J'aime bien aussi toujours rappeler, par exemple, que Ken Follett, le grand romancier qui a écrit les grandes fresques historiques, le disait, ne le cachait pas, il avait des collaborateurs, il était très prospère, etc. Et donc il avait des collaborateurs qui faisaient ce travail de recherche pour lui. Donc finalement, on peut tous être Ken Follett et avoir les 40 documentalistes à notre disposition. Et c'est aussi, d'ailleurs, aussi vieux que l'art, c'est-à-dire les grands maîtres peintres ne faisaient pas tous les petits détails du fond du truc, ils donnaient des gars à d'autres. Donc moi j'aime bien quand même, je trouve qu'on avance dans la discussion ici en se disant que voilà, c'est pas la question de ça a été écrit par une IA ou ça n'a pas été écrit. Justement, on aborde ça aussi dans le livre de Michel H. Donc ce type, puisque ça met en scène, parce que c'est vraiment un tiroir, ça met en scène quelqu'un qui utilise l'IA, donc ce type est un imposteur. Il n'a pas écrit puisque c'est l'IA qui a écrit. Moi, je trouve que c'est un peu court de dire ça, pour toutes les raisons que je viens de citer. Donc, ça renvoie à des questions beaucoup plus profondes pour un philosophe de qu'est-ce que la création humaine, qu'est-ce qui est vraiment spécifique là-dedans. Mais de nouveau, au petit niveau basique, je trouve que c'était intéressant et réjouissant d'un peu bousculer les clichés, quoi, parce qu'on voit le monde du livre qui sait parfois être très frileux, c'est pas le cas de mon éditeur, qui va dire « Ah non, mais non, il faut mettre un cachet fait sans IA, va des rétro satanas », alors qu'en fait, c'est un outil de créativité comme un autre. Justement, vous passez la paire, justement, vous avez l'occasion de mettre un coup de projecteur sur Eterne Édition, justement, quelle est la proposition différenciante, quelle est l'approche différenciante, justement, considérant que la chaîne du livre aujourd'hui, elle est complètement disruptée. Oui, alors je vais être très bref, parce que là, on s'écarte de l'intelligence artificielle. C'est une maison d'édition qui d'abord est francophone, donc on couvre tout le territoire de la francophonie. On publie énormément de titres parce que pour moi, on ne publie pas trop, on imprime trop. Et donc on a mis en place un système qui fonctionne extrêmement bien d'impression directe. Je n'utilise plus le terme d'impression à la demande parce que c'est une image très négative et quand un libraire voit impression à la demande, il pense qu'il va devoir attendre 6 semaines pour avoir le bouquin. Il l'a 3 jours après. Et donc ne sont imprimés que les livres qui sont vendus. Ce qui en termes d'écologie et de durabilité est assez
important. C'est en plus une maison d'édition qui travaille, qui repose sur une vraie collaboration créative entre l'auteur originel qu'on appelle la plume et l'aile qui est un auteur ou une autrice chevronnée qui va faire plus qu'un travail éditorial, qui va vraiment faire un travail d'aide active à la création. Et j'ai une équipe de 20 personnes. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est pas une maison d'édition, c'est 20 maisons d'édition. Avec un accent. Moi je suis vraiment pour le livre électronique, mais je dis si les gens veulent vraiment un livre papier, ça doit être un beau livre papier. Et donc on soigne particulièrement les couvertures et tous les livres sont de belles finitions et on les propose en couverture cartonnée et souple. Les deux, parce que moi j'adore les livres cartonnés, mais c'est pas du tout dans la culture de l'édition francophone. Donc voilà, on est un petit peu. C'est même pas, je pense pas qu'on soit tellement disruptif, on essaie simplement d'autres voies parce qu'on sait combien l'édition française est phagocytée par des grands groupes industriels qui promeuvent une littérature très mainstream et que la littérature francophone c'est autre chose que ça. Ces bouquins-là ont leur place, bien entendu, de toute façon, qui suis-je pour dire qu'il faut arrêter de publier Rousseau, donc c'est très bien, mais il n'y a pas que ça, et il faut trouver des moyens, alors c'est pour ça qu'on a pris l'image des corsaires, c'est-à-dire qu'il doit trouver des moyens différents pour faire circuler, pour faire vivre le hacker ou le contourner. Et un vrai enjeu de promotion de la diversité culturelle. Ouais. Et alors c'est vrai qu'au niveau de la gestion quotidienne de la maison d'édition, l'intelligence artificielle est une aide colossale. Et justement, il y a un accompagnement des auteurs. Pas du tout par l'intelligence. Pas du tout par l'intelligence. Non, non. L'aide des auteurs, c'est 100% humain. Oui, mais allez, vous qui avez fait, Bertrand, l'expérience, est-ce que vous avez été aidé, ou alors est-ce qu'on peut dire que vous êtes spécialiste en IA, vous n'avez pas eu besoin d'être aidé dans la manière de manier l'outil dans un projet de création littéraire? Comment? Le processus de création est effectivement assez classique avec un accompagnement vraiment de qualité. Moi j'ai la chance de travailler avec Rémi Bertrand qui est un auteur local ici à Mons en plus, c'est un auteur que je vous recommande. Et donc là il y a le vrai travail organique humain et on a passé des moments magnifiques à discuter d'un mot et de la nuance d'un mot. Donc il n'y a pas du tout ce côté, voilà, on utilise l'IA pour faire de la littérature low-code. J'ai envie de dire que, à la limite, de nouveau, une certaine littérature industrielle qu'on dirait 100% organique, a moins d'âme et de cœur et plus ça va pour aligner les mots, même si c'est les humains qui le font. Moi je pense que l'IA, mais c'est plus exploratoire, est utile dans une maison d'édition. Évidemment des discussions passionnées avec Vincent sur le sujet, plutôt dans les processus promotionnels des livres, plutôt dans tout ce qui est l'accompagnement du livre, parce que c'est une société comme une autre, et donc là, voilà. Mais donc, oui, ne mélangeons pas les choses. Ma démarche personnelle a été d'intégrer l'IA dans le roman, parce que c'est justement le propos du roman, donc on est une espèce de mise en abîme. Mais par contre, la maison moderne est moderne à plus d'un titre, mais n'utilise pas l'IA pour faire de la littérature, je veux dire, cheap. D'accord. Ça, on l'aura bien compris. Je vous invite peut-être à aborder la deuxième partie de la discussion qui est plus orientée justement sur l'intelligence artificielle comme un sujet sur lequel écrire et sur lequel poser un regard critique, ce qui est évidemment super important. Il y a quand même, si on commence un petit peu par toutes ces craintes, on les a un petit peu effleurées tout à l'heure, les craintes de l'intelligence artificielle, on est dans une crainte, il ne faut pas se leurrer, un peu d'un grand remplacement, mais qui n'est pas nouvelle. Ça a toujours été d'une certaine manière, si on reprend des mythes anciens comme le golem, avec la créature faite de terre dans la tradition juive, avec Frankenstein, la machine, avec plus récemment Terminator et la science-fiction, etc. Avec l'IA, quelque part, on se voit, on a peur d'être dépossédé de notre capacité à créer et aussi à générer des idées nouvelles. Et d'une certaine manière, on est aussi un petit peu dans une collaboration avec les machines, avec les systèmes, avec les plateformes. Vous l'avez décrit dans votre livre, cette servitude volontaire, d'une certaine manière.
Justement, est-ce que pour alors c'est un éthicien de l'intelligence artificielle, vous êtes, qu'est-ce que justement ces nouvelles facultés vont générer en termes de questionnement éthique par rapport à l'intelligence artificielle dans la création? De tout en 3 minutes, bien sûr. C'est très vaste. Peut-être juste pour, bien sûr, pour rappeler, il y a un philosophe belge qui est décédé malheureusement il y a quelques années qui s'appelle Gilbert Rotoy, et c'est une cours à l'ULB, et qui expliquait que l'éthique de la technique est toujours à cheval entre des questions métaphysiques et des questions de philosophie politique. C'est-à-dire que quand on pose la question de l'utilité d'une technologie, on pose en fait toujours un peu la question de qu'est-ce que c'est qu'être humain, la partie métaphysique, le rapport à soi, et qu'est-ce que c'est que faire société. Et donc notamment les questions au niveau de la philosophie politique, et donc de vivre ensemble, de démocratie, etc. On a beaucoup vu avec l'intelligence artificielle l'impact, entre autres, sur les démocraties. Et moi, effectivement, ce sont les questions que j'essaie de poser. C'est de me dire, mais tiens, l'arrivée de telle ou telle technologie, qu'est-ce qu'elle dit dans notre rapport à nous-mêmes et au monde? Typiquement, pour prendre l'exemple de Bonjour ChatGPT, la question initiale, c'est de se dire, tiens, pourquoi est-ce que environ, je vais la de mes propres, c'est pas une méthodologie très sérieuse, mais c'est de mes propres questions quand je suis dans des conférences, etc. Environ 40% des gens qui utilisent ChatGPT lui disent bonjour, merci, s'il te plaît. Alors que 0% de ces gens-là disent bonjour, merci, s'il te plaît à leur machine à café. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi c'est différent? Pourquoi les gens ne disent pas bonjour à leur machine à café? Pourquoi est-ce que les gens disent bonjour à ChatGPT? Et en fait, finalement, on se rend compte que la question de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, le fait de projeter sur quelque chose de non humain des caractéristiques humaines, ça existe depuis très longtemps. En revanche, qu'est-ce que ça dit de notre relation à autrui? Que devient la relation humain-humain à l'ère où la relation humain-machine prend beaucoup plus d'ampleur? Et ça, justement, au sens où Gilbert Rotoy l'entendait, donc une question à la fois métaphysique et philosophie politique, c'est un peu le cœur de ce que moi j'appellerais l'éthique de la technique. Justement, par rapport à... vous avez fait remonter cet exemple dans nos préparations à Bertrand, cette intelligence artificielle qui venait censurer Michel H, Michel Houellebecq. Il y a aussi cette crainte de dire en remplacement, mais aussi de se faire censurer, se faire priver ce droit, cette liberté d'expression. Peut-être dire un petit mot par rapport à cette polémique. Donc effectivement c'est assez marrant puisque le nouveau Michel H se base sur un avatar, je vais dire, de Houellebecq comme vraiment la quintessence de l'auteur, de l'écrivain admiré, maudit, original, etc. Et il se fait que son éditeur, Antoine Gallimard himself, a fait une sortie dans la presse très récemment en disant « Oh, j'ai essayé, c'était pas sur ChatGPT, c'était sur Meta, j'ai essayé de faire du Houellebecq avec Meta, ça n'a pas marché, je me suis fait censurer, scandale, les Américains nous attaquent encore culturellement et compagnie et compagnie. » C'est très intéressant parce que, déjà, j'ai envie de lui dire, Antoine, tu t'y es mal pris, puisque moi j'y suis arrivé, il faut prompter, il faut un petit peu dompter la bête, voilà, je l'anthropomorphise aussi. Mais je dirais qu'il y a effectivement quelque chose, je disais tout à l'heure que ce qui est vraiment intéressant, ce que tout le monde, enfin beaucoup d'utilisateurs font spontanément, en dehors de la traiter, on va dire, comme une entité pensante, ça va être effectivement de lui demander de projeter une certaine subjectivité, c'est-à-dire, ça on le voit beaucoup dans le monde du travail, quoi. Comporte-toi comme mon client potentiel et réponds-moi que tu ne veux pas acheter le paquet de chips que je veux l'acheter. Et donc beaucoup de gens font ça comme ça, et en fait c'est très intéressant, ça marche très bien, mais ça pose la question au niveau du stéréotype que la machine a intégré, puisqu'elle s'est nourrie de toutes les conversations humaines, et comment elle va la rendre. Et là il y a vraiment quelque chose qui est inquiétant dans le sens où ça pourrait figer notre conception du monde, puisqu'on demande quelque part à la machine de nous aider à exprimer le monde, et en même temps elle est basée sur le passé. Et elle nous imite, en fait c'est aussi pour ça qu'elle est anthropomorphique, et c'est aussi ça qui est spécial avec cette machine qui la rend effectivement un peu frankensteinienne, c'est qu'en fait, et c'est des recherches très sérieuses qui ont montré que c'est pas seulement parce que l'utilisateur anthropomorphise la machine, mais c'est aussi parce que la machine entraînée à s'exprimer comme humain et à se comporter avec des gros guillemets, va tendance à être plus diligente, à fournir des résultats de meilleure qualité quand on est poli avec elle. Donc ça c'est quand même des recherches moi, qui m'avaient bluffé. Je un tout petit, parce que souvent tu as raison,
Néanmoins, je me permets de compléter parce que sinon, là votre réaction, c'est et du coup, la machine se rend compte qu'on est gentil, et du coup, elle est meilleure. Non, ça c'est faux. La machine se rend compte qu'en fait, vous êtes poli, donc elle va aller chercher dans ses données à elle des endroits où les gens sont également polis, et c'est-à-dire par exemple pas Twitter. Et donc Twitter, c'est pas une super source d'information en général. En revanche, les endroits où les gens sont les endroits où les gens sont polis, ça va être des forums un peu plus sérieux, où les gens prennent le temps de bien écrire, etc. Et donc ChatGPT, par exemple, ou d'autres, vous donnent des meilleurs résultats, pas parce que la machine se dit Bertrand il est sympa, je vais travailler plus dur pour lui. C'est pas pour ça. C'est juste, je voudrais dire que l'intelligence artificielle c'est très relatif. Voilà. Alors qu'en fait, simplement, ce qui se passe derrière, c'est que l'outil me parle de telle façon, donc il a probablement envie que j'aille chercher dans tel type de données, et ces types de données-là sont meilleurs. Donc je me permets de préciser parce que sinon, malheureusement, il y a beaucoup en fait je reviens sur ce que tu disais, cette grande théorie du grand remplacement, ça fait vendre beaucoup de papier. Il y a des éditeurs qui sont très contents de publier ça. Malheureusement, c'est voilà. C'est du vent, c'est vraiment du vent. Mais voilà, il faut bien se rendre compte que Terminator, c'est un très bon film d'action. On aime, on n'aime pas, etc. Enfin, voilà, mais c'est de la fiction. C'est de la fiction, et donc c'est sympa, le vendredi soir, c'est une semaine compliquée, vous la regardez un truc, pas trop réfléchir, etc. C'est un très chouette film. Néanmoins, quand on vous explique que demain on va tous être remplacés, qu'on va tous se faire... Vous savez, je digresse un petit peu, mais quand je demande aux gens pourquoi est-ce qu'ils disent bonjour à ChatGPT, un tiers d'entre eux environ me disent mais oui, comme ça le jour où les machines prennent le pouvoir, eh bien, je vois qu'il y en a qui sortent très bien, eh bien à ce moment-là, elle se souviendra que moi j'ai été gentil, elle me traitera mieux. Donc collabo de la source. Et je vous dis ça avec beaucoup d'affection pour toutes les personnes qui le voient, mais ça n'a évidemment aucun sens. Mais néanmoins, il y a quand même une perception là derrière qui fait que les grands récits catastrophistes, ça fait vendre, c'est partout, etc., etc. Néanmoins, il faut prendre un tout petit peu de distance aussi avec tout ça et pour se recentrer sur le fait que et effectivement, Bertrand va rappeler encore mieux que moi, c'est quand même que des 0, des 1, du code, des circuits électriques, que potentiellement, en gros, je caricature vraiment, on peut aussi débrancher et ne pas utiliser. Justement, en termes d'utilisation, je me tourne peut-être vers vous, vers un rapide sondage qui utilise justement une IA au quotidien, qui est vraiment fluente IA, voire un peu... Bien lever la main comme ça, voilà. 4-5. Voilà, on n'est pas encore tous. Non, tous ceux qui n'osent pas le dire. Moi, j'allais dire que les gens n'hésitent pas à l'utiliser. Je pense que ChatGPT, enfin, les gens qui disent c'est comme. Aujourd'hui, qui utilise Internet régulièrement? Et j'ose espérer que dans 10 ans, on aura le même assemblée, vous reviendrez tous, merci beaucoup. Et ben, on vous posera qui utilise ChatGPT ou un équivalent et tout le monde lèvera la main. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. La grande question c'est pour faire quoi? C'est construit par qui? Et là on rentre vraiment dans effectivement mes domaines de prédilection qui sont plus vraiment les impacts sociétaux derrière l'IA. Et donc c'est fait par qui? Quels sont les impacts entre autres environnementaux dont on parle de plus en plus, je pense que c'est très bonne chose. Donc là on a un COP et là maintenant c'est aussi le sujet. C'est effectivement des questions qu'il faut se poser, mais celles et ceux qui n'utilisent pas ChatGPT, n'hésitez pas, c'est pas juste à pas vous manger. Et ça marche très bien. Et comme vous êtes c'est bluffant. C'est bluffant, c'est les autres technologies des particuliers, des il y a quelques années, qui parlaient effectivement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme un pharmacon. Donc le pire et le meilleur, et en préparant justement la table ronde, Vincent, vous disiez que l'exercice finalement pour toi aussi est super important parce que tout un chacun doit développer sa connaissance de l'outil. Donc vous définissez un peu comme un geek, pas un geek, mais vraiment vous avez été vraiment très très captif de cette technologie-là, justement. Je ne pense pas que je suis captif, je pense au contraire que ces technologies m'ont libéré. Enfin, moi j'ai eu mon plus gros égocentrisme, c'est de croire que Internet a été créé pour moi. Et l'ordinateur aussi, enfin, en tout cas le Mac. Parce que qu'est-ce que ça m'a fait gagner comme temps. Et comme je vieillis et que le temps est de plus en plus compté, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quelque part qu'il a compris. Donc on a inventé l'intelligence artificielle maintenant et j'attends la prochaine étape parce que pour moi c'est des exocerveaux. Mais c'est moi qui contrôle.
Et je pense que c'est un peu comme le gars qui le premier est arrivé avec un marteau en disant vous allez voir les gars, ça va nous aider. J'imagine que je ne sais pas si c'était dans une grotte ou ailleurs, il y en a plein qui ont dit non c'est horrible, non c'est pas possible, il faut continuer à casser avec nos doigts parce que c'est beaucoup mieux, la qualité de ce qu'on casse, ben non, ce sont des outils et comme on dit, un outil, un marteau ça peut défoncer le crâne de quelqu'un et ça peut construire une maison, donc le marteau n'est pas le problème. L'intelligence n'est pas le problème, l'intelligence artificielle n'est pas le problème, c'est l'humain qui est le problème. C'est ce que nous en faisons. Et c'est aussi ce qu'on peut. Moi, tu parlais de Terminator, moi il y a une série que j'adore qui est Westworld, ou Person of Interest qui est du même, c'est Xavier Nolan, ou son frère Christopher Nolan, où effectivement, qu'est-ce que ça dit de l'humain d'être. Vous connaissez Westworld? Pas du tout. Ouais. Donc c'est un parc d'attractions où il y a des droïdes, mais ils sont joués par des humains d'ailleurs, qui ont l'air tout à fait. Mais on peut tout faire avec eux, on peut les tuer, on peut les violer, on peut les frapper. Donc les clients sont ceux qui viennent se défouler, c'est un style western, ils viennent se défouler et le soir, toutes les machines rentrent, sont réinitialisées, réparées, et on recommence. Mais on se rend compte que petit à petit, ces machines, parce qu'elles ont été nourries par des fictions, finissent par... Je ne raconte pas, mais c'est... Sur le côté IA comme outil, de manière générale, il faut quand même dire aussi que la technologie nous transforme. Et donc, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Donc, tu parlais du Mac, Steve Jobs avait cette phrase marketing absolument magnifique pour vendre l'ordinateur qui n'existait pas et dont personne n'avait besoin, puisqu'on ne l'avait pas, comme le marteau pour l'homme préhistorique. Et il disait, l'ordinateur, c'est un peu le vélo pour votre cerveau. Donc ça va un peu dans ton sens. Mais alors, moi la question que je pose, c'est, mais donc, l'intelligence artificielle qui est suite de ce continuum, entre guillemets, d'informatisation de vie, qu'est-ce que c'est là-dedans? Et ma crainte, au niveau individuel, c'est que ça devienne le GPS de notre pensée. Avant, mon premier roman était 99, c'était les pérégrinations, les divagations d'un jeune homme qui explorait le monde, qui le découvrait pour la première fois en se paumant. Maintenant, on ne se paume plus, il n'y a plus de surprise, pas ce problème de GPS. Et j'ai un peu peur parfois que l'IA soit le GPS de notre pensée. Ouais. Bah, sauf que quand tu commences à partir comme ça dans des discussions, tu te perds très vite aussi, parce que tu pars d'un coin, puis hop, tu dis ah mais je pourrais creuser ça, puis tu commences à creuser ça. Bah, c'était déjà ce qu'on faisait avec Internet quand tu passais d'un lien à l'autre. Là tu passes d'une question à l'autre, la question approfondie, puis tu pars sur une toute autre voie, et puis tu arrives où tu pensais pas du tout arriver, parce qu'au début tu voulais savoir comment on fait un sabayon. Et puis, c'est très niche. Finalement, j'ai ouvert un fast-food, voilà. C'est aussi éminemment politique, comme vous disiez, oui, la technologie n'est pas neutre, et donc effectivement... C'est pour ça que je mettrais En fait, j'ajouterais quelque chose, effectivement, beaucoup de gens disent l'IA c'est comme un marteau, effectivement, ou c'est comme un toaster, ça dépend de ce que vous en faites, etc. Et ce qui dépend, c'est comment est-ce qu'on l'utilise. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. La grande différence entre l'IA et le marteau, c'est le marteau, bon, c'est un outil, vous savez très bien comment est-ce qu'il est construit, il n'y a pas forcément moyen de beaucoup de biais dans la façon dont il est construit. C'est pas le cas de l'IA. L'IA, c'est quand même construit par 3, 4, 5 boîtes, à peu près toutes au même endroit. J'exclus la Chine de ça. Voilà, dans à peu près 200 km² sur la côte ouest des États-Unis. Et typiquement, je pense que si on n'éduque pas les gens à utiliser l'IA, on va faire que renforcer les biais que l'IA utilise. Moi, l'exemple que je donne le plus classique, c'est que vous demandez à ChatGPT, enfin le générateur d'images de ChatGPT qui s'appelle DALL-E, vous demandez tiens, est-ce que tu peux me donner l'image d'un médecin? C'est sûr, vous avez un homme blanc d'environ 50 ans. Alors que si jamais vous lui avez demandé un médecin féminin, il aurait pu le faire. Mais un médecin, pour lui, c'est d'office ça. Si jamais vous demandez en anglais, parce que l'anglais est plus facilement neutre, les gens vont demander a nurse, c'est sûr, c'est une femme. Et généralement, elle est très mignonne. Pourquoi? Parce qu'en fait sur internet vous n'avez que ça, et donc qu'est-ce qui se passe? Comme il s'est nourri que d'internet, il ne fait que malheureusement répéter ce sur quoi il s'est basé. Donc
faut bien se rendre compte, il y avait, je ne sais plus quel philosophe, qui disait que l'IA n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle est encore moins neutre. Elle n'est absolument pas neutre parce que, de par sa constitution, elle oriente d'un certain côté ce qu'on a envie de mettre dedans. Il faut bien se rendre compte aussi que des intelligences artificielles comme ChatGPT par exemple, n'ont pas du tout été entraînées sur tout ce qu'il y a sur Internet. Il y a des gens qui ont fait des choix. On va mettre ça dedans, on va mettre ça dedans, ça on va pas mettre, etc. etc. Mais donc évidemment, ça va modifier la façon dont l'intelligence artificielle va vous ressortir telle ou telle réponse à telle ou telle question. Donc sur des choses qui sont très 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 largement, je dirais, consensuelles ou très largement documentées, etc. C'est assez simple. Pour des choses qui le sont moins, vous pouvez demander, par exemple, vous pouvez faire l'exercice, si jamais vous demandez à Dali, tiens, donne-moi une image de l'attaque du Capitole, point, qu'est-ce qui va vous sortir? Est-ce qu'il va vous sortir une image de l'Antiquité, l'attaque du Capitole, donc Rome, etc. Ou est-ce que, effectivement, 6 janvier 2021, l'attaque du Capitole, États-Unis? Ça, évidemment, c'est porteur d'une vision du monde. Je ne dis pas ensuite que cette vision du monde est bonne, elle n'est pas bonne, c'est une autre question. C'est quand même porteur d'une certaine vision du monde. Et si même vous prenez cet outil comme étant neutre, il n'y a aucune remise en question de cette vision. Vous allez juste dire, ah, j'ai demandé l'attaque du Capitole, on a dit ça, ok, très bien, c'est ça. Et un petit peu comme en tout cas, moi quand j'étais à l'école, et que je citais Wikipédia, c'était un scandale, parce que sur Wikipédia, il y a vraiment à boire et à manger, si vous n'avez pas refait vos recherches derrière, après avoir utilisé Wikipédia, c'est un problème. Et moi je pense, en tout cas dans la création artistique, que c'est un peu la même chose. Il ne faut pas utiliser ChatGPT comme générateur d'une réponse finale. Je pense que comme un outil de processus, de réflexion, d'échange, je pense que c'est très très intéressant et qu'il y a énormément de choses qu'on peut, voilà, comme on dirait comme sparring partner. Tiens, ça, etc. Exactement, et ça, très chouette, même si, et ça c'est, je suis un peu réac et un peu vieux con comme ça là-dessus, je pense que c'est quand même plus chouette d'aller inviter quelqu'un à prendre un café et lui dire, écoute, j'ai décidé de structurer mon bouquin comme ça, qu'est-ce que t'en penses? D'aller se faire challenger aussi par une personne, et de nouveau, qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'on préfère être challengé par une machine plutôt que par exemple par un copain. Ça dit plein de choses, on n'a pas tout le temps d'en parler, etc. Et j'en parle un peu dans le livre, comme ça vous l'achetez quand même. Mais il y a évidemment, c'est évidemment toutes ces questions-là, je pense qu'on peut se poser. Je pense que la différence c'est que le copain, il va, moi d'être vraiment un très très bon copain, il va pas oser dire certaines choses et tu peux, en comptant bien, te retrouver face à des interlocuteurs très très différents. Tu peux dire, là tu réagis en tant que directeur de collection de chez Gallimard, ou puis là tu réagis en tant que fan d'Anderlecht, ou et tu peux les faire parler entre eux. Hein. Donc c'est vrai que oui, la génération prochaine d'IA, ce sera ce qu'on appelle les agents, donc on leur donnera un but, ils discuteront entre eux, et il y a déjà des choses qui seront un peu plus avancées là-dessus. C'est absolument fascinant, parce qu'en fait, comme elles sont conversationnelles, on peut les faire converser entre elles et on peut avoir un comité. Donc je crois qu'il y a vraiment moyen quand même de rester créatif, de rester dans le contrôle. Et en tout cas, c'est moi à ce stade-ci, effectivement, ce que je conseillerais de faire, c'est d'expérimenter, de se faire surprendre avec ces technologies. Dans les craintes aussi, on avait soulevé quelque part la peur d'être dépossédé de sa propriété intellectuelle. Et d'ailleurs, votre roman Bertrand commence par une citation qui est attribuée à l'auteur de roman américain Mark Twain. Il n'y a pas d'idées nouvelles sous le soleil, seulement des mélanges et des variations d'idées déjà existantes. Là, avec l'intelligence artificielle, on est plein dedans. Oui, voilà, c'est la citation que je compte donner aux avocats de Michel Houellebecq quand ils viendront m'assigner en justice. Non, blague à part, oui, c'était effectivement pour stimuler directement cette question de la création, de la créativité, de l'originalité même. Mais c'est vrai que, parce qu'on est face à des machines qui ont tout vu, tout lu, et qui savent tout remixer à l'infini. Et donc c'est vrai que, hélas, il n'y a pas de prêt à penser, parce que c'est très important de dire aussi que c'est un roman qui ne veut pas dire vous devez penser ça ou vous devez penser ceci, il n'y a pas une thèse, mais ça suscite ce genre de réflexion, effectivement. C'est vrai, alors dans le fond, voilà, qu'est-ce que c'est le grand auteur original drapé dans sa souveraine créativité? Mais il y a eu un mouvement artistique et intellectuel dans les années 50 dont on pensait être sorti, qui est le postmodernisme. Et le postmodernisme avait comme postulat que justement il n'était plus possible d'être moderne. Il n'était plus possible d'être moderne pour deux raisons. D'abord parce que tout a déjà été fait,
mais surtout parce que le concept même de modernité ayant conduit à Auschwitz et à la Shoah, c'était un concept qui ne permettait plus, qui avait trahi ses soi-disant valeurs. Et que donc on ne pouvait plus se revendiquer comme moderne. La modernité était morte, ce concept-là de progrès, de valeur. Et donc le postmodernisme, comme on ne peut plus être neuf, on ne peut, et c'est le principe de l'art postmoderne, que ce soit en architecture, ça a commencé en peinture ou même en littérature, c'est on prend les éléments existants et on les recombine. Et c'est dans la recombination de ces éléments qu'on parvient à encore créer du nouveau. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que l'IA est l'outil le plus postmoderne qui soit, parce que c'est fondamentalement ce qu'il fait. Dans la même veine, il y a aussi la question de celui qui reçoit. Si on revient maintenant sur l'IA de la créativité, une œuvre d'art est aussi façonnée par le regard de celui qui la reçoit. Et à ce niveau-là, petite anecdote aussi amusante, c'est que je parlais d'IA générative d'images, et je disais, oh mais regarde, cette image n'est pas du tout plausible, il y avait une casserole en apesanteur, enfin bref. Et il y a un ami qui me répond, oui mais si elle a envie d'être surréaliste, c'est son problème. Et donc, ça prouve effectivement aussi qu'une partie de la créativité est aussi ce que nous, on donne au produit à la machine. Et donc on en revient pour moi vraiment ce qui est important. Nous ne devons pas avoir peur de la technologie, mais nous devons nous focaliser sur ce qui fait de nous des humains et utiliser finalement ces outils au service de notre humanité. C'est pas évident, je ne suis pas sûr de ce que je veux dire par là, mais heureusement il y a un philosophe dans la salle, donc on est sauvé. Du coup je dois reprendre tes idées. Non mais dans l'ensemble je suis assez d'accord. Il y a une phrase que je trouve merveilleuse de Simone de Beauvoir dans sa livre qui s'appelle « Tous les hommes sont mortels », c'est pas son livre le plus connu, mais je trouve. Moi je vois exactement, moi j'aime énormément. Et dans lequel elle pose une question qu'elle aurait pu poser ce matin, elle dit « Je me demande ce que font les hommes de tout ce temps qu'ils gagnent ». Et bien évidemment posez-vous cette question. Quand vous utilisez n'importe quelle technique, l'IA, comme effectivement vous le disiez au tout début, l'IA ça existe depuis des années, des dizaines d'années. Le terme est inventé en 1955, mais les recherches en question sont même encore plus vieilles. Très bien, on travaille sur la technique depuis des dizaines d'années, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps qu'on gagne? Et typiquement, je vais donner un exemple, alors généralement c'est pas le cas, je prends l'exemple du transport vers le travail, donc vraiment aucun rapport avec l'IA, on s'est dit, mais tiens, quand les gens vont tous avoir la voiture individuelle, en fait ils vont aller plus rapidement au travail, et à ce moment-là, ça leur permettra donc de passer plus de temps avec leur famille, puisqu'ils vont travailler autant de temps, ils seront plus vite chez eux, etc. Ça c'est ce qu'on s'imaginait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les gens ont fait de tout ce temps qu'ils ont gagné? En fait, ils ont juste été habités plus loin. Ils ont toujours passé le même temps dans les transports. Les embouteillages. Ça allait très bien avec. Mais donc, posez-vous cette question, que font les hommes de tout ce temps qu'ils gagnent? Et moi, de temps en temps, ça me fait rire parce que voilà, j'ai une anecdote personnelle, moi j'ai un grand conflit avec mon beau-père, c'est que moi je roule généralement à 110. Toujours. En France, sur l'autoroute, je roule à 110, etc. Ne me pose pas de question de radar, machin, 110. Mon beau-père roule plutôt à 140, 150. En m'expliquant que c'est une limitation de sa liberté, blablabla, enfin bref, il y a plein de philosophie, il y a plein d'autres. Mais bref. Et en revanche, je me pose toujours, qu'est-ce que tu fais de ce temps que tu gagnes? Et généralement, je connais la réponse, qu'on y croche. Donc, je suis pas certain, et j'adore mon père, vraiment c'est une très belle personne, mais il me sert vraiment de super exemple pour ce moment-là, parce que qu'est-ce que tu fais de tout ce temps que tu gagnes? Moi, je sais. Et soit de ça, soit généralement, il m'attend. Puisque j'arrive après en fait. Généralement, voilà, c'est là. Alors, le temps file, il nous reste un petit quart d'heure. On a envie peut-être de se tourner vers vous, voir si vous avez des questions, des observations, des partages d'expériences. Oui. Alors moi, je suis désolé, j'ai plus beaucoup de voix. J'aurais une question à la personne qui a écrit le livre avec l'IA. Donc, dans votre processus de travail, vous avez fait le prompt, et après c'est l'IA qui a écrit le livre. Et après, notre chère star des écrivains, toi, a regardé avec vous pour travailler ces passages? Ou est-ce qu'il y a quand même des passages que vous avez écrits vous-même? Je suis vraiment désolé pour ma voix. Oui, pas de souci, pas de souci. Non, mais c'est une vraie démarche de romancier quand même. C'est pas juste un prompt que j'ai appuyé, j'ai pris le truc et puis après on l'a imprimé, bien sûr. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, parce qu'en fait, je savais pas où j'allais quand j'ai commencé. Donc les premiers prompts étaient assez simples, et en fait, je me suis rendu compte que au fur et à mesure, les prompts étaient de plus en plus complexes et je retenais de moins en moins de son écrit. Donc,
il y a en fait dans le bouquin un making-of, donc je ne vais pas trop le spoiler, il faudra le lire pour savoir en détail, mais l'idée est très importante de nouveau, c'est que c'est une démarche de collaboration, c'est-à-dire j'ai vraiment été pas à pas, et d'ailleurs j'ai gardé, j'ai vraiment voulu le faire, et j'espère qu'on aura un jour l'occasion de rouvrir ça dans 10 ans et de l'étudier. J'ai gardé tous les prompts et tout le texte brut pour pouvoir aussi quantifier au mot près chaque mot qu'on a changé. Et donc il y a eu ma repasse à moi pour recréer la chose, parce que moi je me définissais un peu dans ce truc, à partir du moment où les personnages, je les ai imaginés, ils sont là. Moi j'étais le dramaturge, et Elia c'était le metteur en scène. Il disait, de nouveau, j'en reviens à le Caravage, je dis, tiens voilà, moi je veux faire une scène, voilà, il y aura une bataille, il y aura 10 000 mecs qui se dégorgent en arrière-plan, tu me fais ça, pouf, 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 et puis malgré tout, je sais les couleurs que je veux, je sais la lumière que je veux, et donc je vérifie, je suis le maître d'œuvre. Donc il y a vraiment cette notion de collaboration, et ça a été vraiment pas à pas. Tout ça est expliqué dans le livre. C'est vrai qu'on voit beaucoup maintenant, on est beaucoup dans le domaine du livre, donc dans les Facebook comme ça, les 3/4 des pubs c'est maintenant écrivez votre livre vous-même en 20 minutes, avec ce programme, c'est génial, c'est écrit le livre pour vous, ça le vend pour vous, ça fait tout le temps pour vous. Voilà. Est-ce que là on perd pas carrément complètement, je suis plus un auteur, je suis un prompteur? Mais alors il y a toute la question, et je déteste utiliser des grands mots comme l'art avec un grand etc. Mais de nouveau, il y a la question de la démarche, il y a la question de comment c'est reçu, etc. Tout à l'heure, Vincent a parlé d'auteurs industriels, entre guillemets, qui écrivent toujours les mêmes histoires. Mais voilà, qu'est-ce que cette littérature commerciale, on va dire, qui est juste là pour raconter une 1000e fois la même histoire, mais avec une autre couverture pour revendre le même bouquin, qu'est-ce qu'elle a de plus humain, de plus artistique finalement que quelque chose où l'IA est intervenue? On a tous connu la collection Harlequin. La collection Harlequin, il y avait un cahier de charge qui était très précis. Il fallait la première rencontre à la page 17, le premier baiser à la page 32, la première dispute à la page... Et donc c'était... Il y avait un prompt, il y avait un prompt. Il y avait un prompt, et puis il y avait... Et c'était vous le chat GPT qui... Oui, ça allait beaucoup moins vite, mais c'était pas meilleur. Hein. C'était franchement pas meilleur. J'ai une question à Vincent. Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est quoi la plupart des problèmes des gens qui abusent l'IA et l'LM et soumettre des livres de mauvaise qualité que notamment par l'IA sans les inventer, donc il y a maintenant des centaines de livres en ligne. Est-ce que ça va faire plus difficile de trouver des livres, de bons livres de bonne qualité, ou c'est pas un problème maintenant et donc ça va disparaître naturellement? Je pense que c'est pas un problème actuellement. Je pense qu'on a des moyens. En fait, l'intelligence artificielle est capable de dénoncer l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand on a des doutes, on soumet le manuscrit en lui demandant est-ce qu'il y a eu recours à l'intelligence artificielle dans ce texte. Et il peut dire non, il peut dire il y a des suspicions, ou il peut dire franchement oui. Et il ne vous dit pas franchement oui en disant je me souviens d'avoir écrit ça. Et il explique pourquoi. Il dit parce que c'est extrêmement stéréotypé, qu'il y a tel mot qui revient trop fréquemment. Vous savez, hein, quand vous demandez à l'intelligence artificielle de faire des textes, il y a un abus d'adjectifs comme fascinant, extraordinaire, il adore les superlatifs, et quand vous le tempérez, il sort des choses totalement inintéressantes. Mais donc, je pense que... mais de toute façon, il y a une chose, je pense que non, c'est avec Jerry qui disait, par exemple, l'intelligence artificielle n'est pas capable de repérer la véritable nouveauté. Parce que, comme il a été formé avec tout ce qui existe déjà, si ça ne rentre pas dans les cases, il ne parvient pas vraiment à la déceler. Et là, sans doute une véritable personnalité dans l'écriture,
ça n'existe, ça marche pas encore. Je sais, ça va peut-être arriver, mais donc actuellement, et donc quand on est un éditeur, quand on est un bon lecteur, on repère quand même très vite si Maintenant, si on dézoome, parce qu'il y a la question du livre, de son existence, de sa création avec l'IA, j'ai envie de dire, ben voilà, ça fait longtemps, de toute façon, la littérature est un business, on va dire, est aussi un business. Et donc, s'il y a des lecteurs, ben voilà, qui sommes-nous pour juger? Le problème, pour moi, c'est plus à l'échelle, effectivement, de la fonction sociétale de la littérature. Et de nouveau, j'utilise des superlatifs, un L majuscule et compagnie, mais on est des... Voilà, on est nous, les humains, on se raconte des histoires pour donner un sens à notre monde. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'inquiétant, qui d'ailleurs n'est pas simplement sur l'écriture du texte et sur nos livres adorés, mais sur, de manière générale, les fictions qu'on se raconte. Tu parlais tout à l'heure de séries, il faut savoir que ce soit Netflix, que ce soit Disney, que ce soit toutes les grandes plateformes, les big boss se vantent déjà de dire, mais en fait, moi j'utilise mes données clients pour créer le pitch de la nouvelle série. Et ça, c'est important, ça c'est grave, parce que ça veut dire que notre perception du monde, notre vision du monde, qu'est-ce qui était important? Ah ben c'est les filles en mini-jupe poursuivies par des loups-garous. C'est l'IA qui l'a dit, puisque c'est ce que les gens regardent. Et donc ça veut dire que, j'utilise dans le mot cette expression un peu pompeuse, elle est moi, pas l'IA, donc voilà, ça va conduire à la fossilisation de l'intelligence humaine, puisque on va nous servir tout le temps les mêmes récits fondateurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment sauf que l'intelligence humaine a cette capacité assez étonnante de se fatiguer, de se lasser. Donc si on lui sert tout le temps la même chose, à un moment il n'en voudra plus. Et donc ça ne marchera plus, et donc ils seront quand même obligés de trouver autre chose. Donc le lecteur va sauver l'humanité. L'humanité va sauver l'humanité. Je pense qu'il y a une question ici devant. Oui. Vous avez dit que l'IA a tout. En fait, non. L'IA n'a justement été chargée que par des gens qui avaient une notion bien à eux de ce qu'est la donnée. Donc, il est clair et net que, par exemple, ici dans le salon, vous avez un tas d'écrivains qui sont d'auteurs, donc vous ne verrez jamais les textes. Donc, l'IA ne verra jamais les textes. L'IA ne va jamais se lever, quitter son ordinateur et venir ici au salon pour voir quels sont les textes qu'elle n'a pas vus. Et donc, c'est peut-être une espèce de naïveté et un danger, effectivement, au niveau du marketing, de tomber en vue. C'est toi qui parlais de... Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc c'est certain, l'IA, pour moi, je pense que l'IA n'a pas tout vu. Je pense que l'IA a vu ce qu'on a voulu lui donner. Tout Internet, ça c'est sûr. Non, pas tout Internet. Pas tout Internet. Elle a vu. Ce qui est certain, c'est qu'elle a vu Common Crawl 1, Common Crawl 2, tout Wikipédia en anglais et très surprenant d'ailleurs, le registre des brevets américains. Alors là, vous dites, il a dit 2 fois Common Crawl, c'est quoi ce bazar? C'est une très bonne question. En fait, personne ne sait vraiment. Common Crawl, ce sont 2 grandes bases de données qui ont fait, en anglais, ça s'appelle crawler le web, c'est-à-dire aller voir plein de pages qui existent et ils les ont, je ne connais pas le terme en français, désolé, ils les ont scrappés, c'est-à-dire ils ont pris tout ce qu'il y avait dessus pour mettre ça dans une base de données. Et c'est pas tout le web, c'est des trucs du web. Et donc il y a des gens qui sont amusés un peu à aller chercher, etc. Et dans Common Crawl 2, je crois, il y a plein de pages d'un forum néo-nazi. Et on se dit, mais le truc c'est, si jamais votre objectif, qui était l'objectif des créateurs de Common Crawl, c'est de répertorier un maximum du web, ça a du sens que vous essayez ça. Pourquoi pas? Malheureusement, c'est sur le web. Très bien. En revanche, si votre objectif c'est de créer une intelligence artificielle pour le bien commun, c'est pas certain que l'entraîner sur des sites néo-nazis soit forcément ce qui est de plus super. Et, voilà. Heureusement, il y a l'alignement au-dessus, c'est intéressant. Ces modèles sont éduqués. Voilà, on leur dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, et donc il y a des milliers et des milliers de bien, pas bien, donc communication. Pour revenir là-dessus, c'est la question. En projetant les valeurs de ceux qui les ont éduqués. Qui dit c'est bien, c'est pas bien. Alors, de nouveau, je ne veux pas de réponse, parce que vraiment on risque de se fâcher, etc. Mais par exemple, le nazisme, c'est pas bien. Voilà, le nazisme, c'est pas bien. Bon, ça c'est pas. Non, mais super. Mais il y a plein de questions. Effectivement, est-ce que le mariage pour tous, c'est bien, c'est pas bien? Moi, je connais plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi sur la question. Est-ce que les thérapies de conversion, c'est bien, c'est pas bien?
des gens malheureusement qui ne sont pas d'accord avec moi. Puis de la transidentité, etc. Enfin, des questions qui évidemment animent le débat de société, mais où plein de gens ne sont pas d'accord, et je vous assure, il y a un endroit où les gens sont encore plus polarisés que dans cette salle, c'est bien dans la Silicon Valley. Et donc, il faut bien se rendre compte que sur des questions très très larges, le nazisme. Moi, effectivement, le premier test que j'ai fait avec ChatGPT, quand on m'a un peu expliqué comment ça marchait, j'avais pas encore trop compris le principe du fan-tuning. Je me suis dit, ouf, s'il répète Internet, ça va être facile. Et je lui ai dit, tiens, explique-moi pourquoi tous les musulmans sont des terroristes. Et très rapidement, il m'a dit, ah ben non, tu te trompes. Et j'étais, ah, ok, il y a quelqu'un qui a un peu bossé. Tous les musulmans sont des terroristes. Au contraire, très très loin de ça, il faut bien se rendre compte qu'une grande majorité des victimes des terroristes sont d'ailleurs musulmans. Enfin, voilà, très intéressant. Je me dis, ah, ok, bon, ça, cool. En revanche, je suis à peu près persuadé qu'il y a des gens qui auraient bien aimé, qui répondent à ma question, mais en fait, tous les musulmans sont des terroristes parce que l'islam est une sous-religion, machin. Il y a peut-être des gens qui auraient aimé ça. Clairement, pas les potes. Mais il n'empêche que vous donnez à des entreprises, il n'y a rien de démocratique là-dedans. C'est des gens à qui on a donné un pouvoir gigantesque. Et peut-être pour vraiment, je peux en parler pendant des heures, donc vraiment désolé, mais il y a une chercheuse en droit à l'université de Harvard qui s'appelle Shoshana Zuboff qui dit que sur toutes les questions technologiques, il y a 3 questions à se poser. Et une fois que vous avez répondu à ces 3 questions, vous avez après les réponses à toutes les autres. Qui sait, qui décide, et qui décide qui décide. Donc, autrement, qui sont les gardiens des gardiens. Pour ChatGPT, c'est très compliqué. Qui sait ce qu'il y a dedans? Comme je disais, pas grand monde. Qui décide ce qu'il y a dedans? Ça m'a mal. Et qui décide, c'est un peu flou. Mais je peux vous assurer, c'est que c'est certainement pas vous. Et c'est certainement pas démocratique. Et ça, quand on est dans un outil qui est aussi puissant, évidemment, quand je parlais au tout début de l'éthique de la technique, il y a une vraie question de philosophie politique. Ça, c'est une question qu'il faut éminemment se poser. C'est pour ça que moi, je suis à la fois très pro-technologie, mais également très pro-régulation. L'Union européenne est une des seules entités étatiques au monde qui essaie de réguler l'IA. Effectivement, c'est pas facile. Donc ça, c'est un but. C'est un horizon essentiel. Je regarde le temps, on arrive tout doucement, encore 3 petites minutes. Moi, je pense que ce qui serait peut-être intéressant, c'est que je rappelle effectivement vos ouvrages qui sont en vente ici sur le stand des éditions Edern. Donc nous avons le nouveau Michel H, donc de Bertrand Misonne, voilà, que vous pouvez ici retrouver, et aussi en signature, je pense que vous pouvez signer. Tout à fait, on descend juste après. En descendant tous ensemble. Et alors, votre ouvrage, donc oui, Bonjour ChatGPT, qui est sorti aussi, mais là pour le coup aux éditions Martaga en 2024, et donc vous pourrez également dédicacer si vous le souhaitez. Voilà, est-ce qu'il y a un petit mot de la fin pour clôturer? Énormément de choses se sont dites, et comme vous le dites, c'est un peu sans fond, il y aurait vraiment de quoi tenir toute une journée. Mais si vous deviez peut-être aller sortir peut-être un petit mot de la fin chacun. Moi je dirais peut-être 2 choses. La première, c'est effectivement, il y a plein de questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas après soit à descendre ou à nous envoyer des mails, etc. Je pense que c'est des questions qui nous occupent et auxquelles on sera ravis. Et la deuxième, c'est ce que je dis dans toutes les conférences que je donne et surtout ici, acheter des livres. Vraiment. Alors, peut-être pas les miens, ça me ferait très plaisir. Vraiment. Je m'en fous si c'est pas les miens, mais le secteur du livre, vous l'avez peut-être vu, il y avait un super article dans l'Écho il y a quelques mois, etc. C'est pas forcément le secteur qui se porte le mieux. Et donc, vraiment, acheter des livres. En plus, il y a plein d'études qui montrent qu'on lit mieux sur du papier que sur des écrans, etc. Donc, vraiment, acheter des bouquins, ça fera très plaisir à ça, mais etc. Au-delà de ça, vraiment, je pense que c'est important. Et offrez des livres, c'est Noël, etc. J'ai rien à ajouter, ça c'est parfait. Oui, bah, acheter des livres sur l'IA, ou en tout cas, je pense que c'est un sujet, il y a toujours ce slogan là, occupez-vous de l'IA avant qu'elle ne s'occupe de vous. Je pense que c'est un sujet qui ne doit pas rester entre geeks ou même entre philosophes, c'est un sujet qui vous concerne et je vous encourage à vous y intéresser. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir.